avant que vous assistiez à l'entretien que je viens d'avoir avec Aymeric Monville, nous venons d'avoir la confirmation de la date de manifestation dont nous faisons état dans la vidéo. Donc, je vais laisser Aymeric vous le signaler rapidement. Voilà, donc là, c'est confirmé. Le rassemblement pour la libération de Julian Assange et contre son extradition aura lieu le samedi 18 décembre 2021 de 18h à 20h, place du Trocadéro, à l'angle des avenues Paul Doumer et Georges Mandel. Donc, place du Trocadéro, à l'angle des avenues Paul Doumer et Georges Mandel. Nous serons non loin du Parvis des droits de l'homme. Et comme vous le savez, c'est le 10 décembre qu'un tribunal londonien a autorisé son extradition en bafouant précisément les droits de l'homme, car c'est la journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre. On commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc voilà pourquoi nous nous réunissons ici. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Aymeric Monville, que vous connaissez notamment parce qu'il est le directeur des éditions d'Elga. Mais aujourd'hui, c'est plutôt en sa qualité de défenseur de Julian Assange, un dossier qu'il a pris à bras-le-corps depuis déjà plusieurs années, que je me suis permis de l'inviter et de le recevoir aujourd'hui. Oui, merci à toi. Du fait justement de l'actualité récente autour de Julian Assange et de la nécessité qu'il y a à le soutenir et à comprendre aussi tous les enjeux qui traversent justement cette affaire et qui vont au-delà même d'un seul homme qui aujourd'hui est très clairement en danger. Alors il y a quelques années d'ailleurs, hein, il y a 2 ans, Aymeric a publié un livre qui s'appelait Julian Assange en danger de mort. C'est plus vrai que jamais, j'ai envie de dire. Donc on avait envie ici de mobiliser, de rappeler quelques faits et puis aussi d'apporter un autre regard que celui qui est couramment porté sur la défense de Julian Assange, à savoir le regard de la seule défense de la liberté d'expression, etc. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tout ça aujourd'hui. Juste avant, du coup, pour ceux qui découvriraient un petit peu le dossier, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est encore un peu flou. Est-ce que, Aymeric, tu pourrais commencer par faire un bref état des lieux et refaire une brève chronologie un petit peu de cette histoire du dossier Julian Assange, s'il te plaît? Oui, en fait, au départ, Julian Assange évolue dans les milieux de l'informatique et très vite, il prend conscience de la nécessité d'avoir une information globale et puis de diffuser un certain nombre d'informations. C'est pour ça qu'il a fondé Wikileaks. Leaks, ça veut dire les fuites. Et c'est peut-être le journaliste qui a révélé le plus de scoops dans le monde entier. Et les journaux, même les journaux dominants, hein, je ne sais pas, Le Monde, le Guardian, etc., se sont servis de ces informations. Il a montré à quel point des dirigeants étaient, y compris les nôtres, étaient espionnés par les États-Unis notamment. Il a dénoncé les guerres, les sales guerres. Hein. Il a mis un visage par exemple, sur la guerre d'Irak. Il a montré une vidéo qui s'appelle Meurtre collatéral, où on voit en fait des soldats états-uniens tirer sur des Irakiens comme des lapins, y compris des journalistes, des enfants. Il a mis un visage sur cette guerre parce que à l'époque, par exemple, du Vietnam, toute l'opinion politique, la guerre du Vietnam, toute l'opinion politique était indignée. Il y avait des manifestations dans la rue, mais aussi parce que la guerre, on la voyait. Depuis les États-Unis, on trouvait une façon d'avoir les journalistes avec eux. Ils ont un mot en anglais qui veut dire embedded, ça veut dire, je ne sais pas comment le traduire, mais c'est les journalistes qui couchent, quoi, carrément. Ils sont dans le bed, quoi, dans le lit avec eux. C'est-à-dire, maintenant, en fait, c'est eux qui font la propre propagande. Quand j'étais, tu n'as peut-être pas connu ça, mais quand j'étais plus jeune, dans la guerre de Yougoslavie, on racontait qu'il y avait des frappes chirurgicales et il y avait un monsieur de l'OTAN qui venait vous expliquer, faire une conférence de presse en disant oui, vous voyez, là on a tiré là on a tiré là, ne vous inquiétez pas, c'était des buts militaires. Pour moi, c'est ça fondamentalement, c'est qu'il a refusé cette espèce de scénario du fait que ces guerres ne sont pas visibles. Il a montré le dessous des cartes, alors ils étaient en train de créer une espèce de village Potemkin sur les guerres mondiales, les guerres dans le monde qui faisaient les États-Unis. Assange, lui, a montré la réalité de ces guerres-là. Au départ, il part d'une logique un petit peu libertaire, qui est de dire, de toute façon, l'information doit circuler, il n'y a pas de démocratie sans information globale. En cela, il est tout à fait, c'est un fils du monde anglo-saxon, hein. C'est vraiment c'est les Lumières. Et j'allais dire,
tout son honneur, c'est qu'il découvre après, en même temps, toute la face noire de son propre monde, c'est-à-dire aussi des guerres impérialistes, des guerres de l'OTAN. Et forcément, ce qui révèle, c'est cette domination impériale. Et d'une certaine manière, il y a deux dossiers dans Assange. C'est pour ça qu'il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas qu'au nom de la liberté d'expression qu'il faut le défendre. Il faut aussi le défendre en tant que combattant anti-impérialiste. Parce que, de certaine manière, Assange est aussi proche de Che Guevara. Quoi. Quand Che Guevara disait qu'il faut faire 1, 2, 3, 4 Vietnam, Assange, c'est l'homme qui s'est opposé à ces guerres-là. Et ce qu'il faut dire actuellement, c'est que donc ce journaliste, cet éditeur qui a révélé des scandales absolus, y compris par exemple le fait que Mme Clinton était financée par l'Arabie saoudite, de même que l'Arabie saoudite finançait à la fois Clinton et Daesh, et qu'elle le savait, parce qu'on a même les mails où elle le sait très bien. C'est-à-dire, en fait, comment fonctionne l'impérialisme. Vous savez que l'islamisme a été créé par les États-Unis depuis l'Afghanistan, on le sait. On voit aussi ce qui s'est passé en Syrie, en fait. À chaque fois qu'ils sont là, ils fomentent, en fait, ils ont fomenté l'islamisme pour détruire, en fait, les régimes républicains arabes, hein, ce qui était basé sur, pour détruire le nationalisme arabe, le progressisme arabe, le communisme arabe. Il a fallu financer ce genre de choses. Et on s'appelle toujours sur des pétromonarchies. Tout ça, c'est la politique de l'Occident à laquelle la France, malheureusement, la France impérialiste collabore. On le voit encore avec le soutien à l'Arabie saoudite, avec toujours cette polarisation contre la Russie, contre la Chine. Actuellement, mon propre pays, la France, est en train d'envoyer des navires en mer de Chine. On ne comprend pas ce qu'on fait là-bas. Concrètement, la flotte française, je la préférais en Méditerranée, dans l'Atlantique ou dans la Manche, ça je comprendrais. En mer de Chine, j'ai du mal à comprendre. Personne ne nous demande notre avis sur pourquoi on fait des guerres là-bas. Je rappelle que le général Thierry Burkhardt, qui dirige notre état-major, a décidé que, vu qu'il a pris ses fonctions très récemment, il a décidé que la France devait se préparer à un conflit de haute intensité. Alors, contre qui, si ce n'est la Russie et la Chine? Et pourquoi décide-t-on de faire un conflit contre la Russie et la Chine, alors que personne ne demande ça en France? Moi, personnellement, j'en vois, à ma modeste échelle, j'en vois aussi les répercussions. J'ai été fiché dans un rapport de l'IRSEM, c'est l'Institut de la recherche stratégique et militaire de notre ministère des Armées, pour avoir, en tant qu'éditeur, rencontré l'ambassadeur de Chine et présenté un livre. Tout ça, je suis considéré comme quelqu'un de pro-chinois. J'aime bien les Chinois, mais ils sont tout à fait sympathiques. Je m'intéresse beaucoup à la civilisation chinoise, comme d'ailleurs au titre de beaucoup de civilisations. Mais je ne suis pas spécialement ni pro ou anti-chinois. Mais en tout cas, je suis totalement opposé à ce qu'on fasse la guerre avec la Chine. Je crois que c'est un pays qui a lutté en plus avec nous contre le fascisme mondial. Ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'on parle déjà des Russes, c'est pareil. Hein, c'est aussi grâce à eux qu'on doit la victoire contre le fascisme. J'ai l'air de m'écarter, mais voilà, Assange, c'est à la fois la liberté d'expression, donc les Lumières, la libre information et les guerres de l'Empire. Et aujourd'hui, il est persécuté par les gens qui ont fait ces guerres. Les gens, par exemple, cette vidéo qui s'appelle Meurtre collatéral, où on voit les États-Unis à l'œuvre, personne n'a été poursuivi pour ça. Lui, il est poursuivi pour l'avoir révélé, pour en avoir parlé. Ce sont les criminels qui le persécutent. Et là, donc récemment, l'autorisation d'extradition, enfin ce qui s'est passé, ça a été rendu en fait le 10 décembre par donc un tribunal anglais qui a cassé en fait le jugement de janvier dernier en disant que la demande des États-Unis était recevable, et ils l'ont fait un 10 décembre. Alors le 10 décembre, qu'est-ce que c'est? C'est la Journée internationale des droits de l'homme, parce qu'on commémore le 10 décembre 1948, où il y a eu la Déclaration internationale des droits de l'homme. Donc, je crois que ce n'est pas un hasard, parce que moi, je ne crois pas à ces hasards. Il y a trop de personnes qui sont en jeu, qui décident. Quand, par exemple, l'Allemagne décide d'opérer des sanctions contre la Biélorussie, elle le fait un 22 juin. Le 22 juin, c'est 22 juin 41, c'est l'opération Barbarossa. C'est le moment où les Allemands ont littéralement, je crois, massacré presque. Je crois près de la moitié de la population masculine est morte en Biélorussie. Enfin, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ces gens savent exactement ce qu'ils font. Donc, quand ils le font le 10 décembre, quand ils autorisent la possibilité d'extradition de Julian Assange le 10 décembre, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça veut dire qu'on s'assoit sur le droit international, et l'alliance entre les États-Unis et l'Angleterre prime sur tous les autres. Je rappelle que les États-Unis ont toujours dit, même y compris Bill Clinton, enfin, l'avait dit encore il y a quelques années, les États-Unis ont une destinée manifeste à diriger le monde. Ce sont des gens qui vont à l'encontre
à l'encontre complète du droit international. Ce droit international, et il a mis du temps à se créer, on peut remonter, je ne sais pas, moi, peut-être à Kant, hein, peut-être justement aux Lumières, mais très clairement, il trouve ses fondements dans la victoire sur le fascisme en 1945, hein, donc dans la charte de l'ONU, qui sanctifie la non-ingérence en matière internationale, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dont je vous ai parlé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis bafouent ce droit depuis le départ. On pourrait même dire que par rapport aux principes de Nuremberg, ils vont à l'encontre des principes de Nuremberg, au nom desquels ils ont condamné l'Allemagne nazie comme fauteuse de guerre. Il y avait même des gens qui ont été condamnés pour propagande de guerre au nom de cela. Et les États-Unis, ce qu'on a voulu faire avec le droit international, c'est empêcher qu'on retourne à ce que l'Allemagne nazie avait fait, c'est-à-dire faire de l'ingérence au nom du principe des droits des minorités, comme par exemple des minorités ethniques, comme par exemple l'Allemagne l'avait fait en Tchécoslovaquie avec les Sudètes. Les États-Unis font ça tout le temps. Ils essayent de fomenter, de déstabiliser des régimes en soutenant telle ou telle partie de la population contre une autre. Ils font exactement cette politique qui était la politique du Reich. Qu'est-ce qu'on voit avec Julian Assange? C'est pour ça qu'il y a aussi un aspect juridique en termes de droit international qui est absolument fondamental. Ils poursuivent un journaliste qui est australien. Un journaliste auditeur, appelez-le comme vous voulez, mais qui est australien. C'est-à-dire qu'ils vont chercher n'importe qui à l'autre bout du monde en pensant que ça relève de leurs compétences et qu'il faut le juger chez eux. Donc, en fait, c'est tout le droit international qui est bafoué. Je rappelle, par exemple, tous les ans, il y a une demande de l'ONU pour lever l'embargo contre Cuba. Cet embargo qui est criminel, c'est le plus long de l'histoire de l'humanité, c'est l'embargo contre Cuba, hein, qui date depuis le début des années 60. Quasiment l'entièreté des quasi 200 pays qui sont représentés à l'ONU votent contre. Il n'y a que 3 pays, avant il n'y en avait que 2, il y avait les États-Unis et Israël, maintenant il y a aussi le Brésil qui vote pour, mais ces pays prétendent faire la loi, prétendent littéralement étrangler un peuple. À un moment, au moment de la période spéciale, après la chute de l'URSS, les Cubains, ils n'avaient plus que du sucre dans le ventre pour résister, tellement ils étaient littéralement massacrés. Et ils vont sanctionner jusqu'à des entreprises qui oseraient travailler avec Cuba. Ils leur imposent des sanctions, même, je pense à la BNP. Oui, ça n'a même plus rien à voir ils s'en prennent même à des boîtes capitalistes. Ce sont des voyous, c'est-à-dire que ce qu'on voit actuellement, quand vous voyez Mike Pompeo de la CIA qui se vante de dire la CIA a appris à mentir, tricher, voler, et ils s'en vantent, ce sont des mafieux, et qui réclament pour eux la destinée manifeste, c'est-à-dire le droit de faire la loi et d'imposer aux autres. Alors moi je dis, en tant que Français, c'est le moment où il faut sortir de ça, il faut sortir de notre alliance avec l'OTAN. Moi, je demande, ce que demande le général de Gaulle, c'est défense tous azimuts. On n'a pas à s'allier avec qui que ce soit. La France, en plus, a l'autonomie nucléaire et militaire, elle est quand même capable de se défendre, mais arrêtons de soutenir ce système d'oppression mondiale qu'est l'impérialisme. Et c'est évident qu'on parle du destin d'un homme qui est Julian Assange, mais derrière lui, c'est toute l'humanité qui est crucifiée. C'est un homme et c'est les droits de l'homme. Et c'est les droits de l'homme et les droits des peuples, j'allais dire, hein, parce que on est sur Terre en tant qu'homme, mais on appartient aussi à un peuple. Et en tant que peuple, on a le droit de ne pas être bombardé. En tant qu'homme, on a le droit à pouvoir parler, à pouvoir s'exprimer, c'est la liberté d'expression. En tant que peuple, on a le droit de ne pas être bombardé par un autre pays. Il y a tout qui est lié. Et c'est pour ça que là, on appelle à une manifestation. Il faut absolument lier le combat pour la liberté d'expression et le combat anti-impérialiste. Ce qui se joue là, c'est absolument essentiel parce qu'on a un moment de bascule. À travers Julian Assange, à travers ce cas extrême, ils veulent entériner ce changement dans le droit international. Et ils veulent humilier les peuples. Ils veulent aussi nous humilier. Nous aussi, en tant que Français, nous sommes humiliés par ça. Le fait de ne pas pouvoir réagir, le fait de ne pas aller dans la rue, je crois que c'est pour ça que moi j'ai déposé une demande de manifestation. Je l'ai déposée ce matin, donc j'aurai sans doute la confirmation aujourd'hui. C'est normal qu'il y ait un délai. Donc vous verrez sans doute la confirmation de cette manifestation. Vous verrez sans doute en bas de la vidéo. Donc elle est déposée pour samedi 18 décembre au Trocadéro sur le parvis des droits de l'homme. Ce n'est qu'un début, hein, mais là on veut absolument lier la question de Julian Assange à la question des droits de l'homme, à la question du droit international.
il faut sauver un homme, il faut sauver les droits de l'homme, il faut sauver tous les hommes avec lui. Hein. Je crois que c'est ça, et les femmes, évidemment. J'espère qu'on ne fera pas un mauvais procès d'intention pour ne pas avoir mentionné les femmes, mais bien sûr, les femmes et les hommes, les êtres humains. Non, mais effectivement, je pense que c'est important de prendre cet angle de défense qui est trop mis de côté, voire qui est complètement occulté, puisque on en discutait un petit peu, n'axer que sur le côté liberté d'expression, qui est importante, c'est oublier déjà une première chose, c'est oublier qu'en France, dans la République française, c'est pas une lubie de communistes staliniens, la liberté d'expression a quand même des limites. C'est une idée très américaine, celle dans laquelle la liberté d'expression serait totale et sans limite. Et ça, c'est d'ailleurs rendu possible par les financements massifs, l'autorisation des lobbies aux États-Unis, etc., qui donc peut faire que des nazis défilent, etc. C'est pas du tout le cadre ça de la République française, donc c'est pas anodin que ça vienne de là-bas. Et on a des figures représentatives de ça, des Noam Chomsky, qui sont des intellectuels importants, par exemple, mais on voit bien encore une fois que la logique, j'ai envie de dire, sans aller trop dans le détail, qui est de défense philosophique, qui est la leur de philosophie analytique, qui porte beaucoup sur la logique formelle, on en voit aussi ici les limites. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une défense formelle qui ne tient plus uniquement compte du contenu. Et c'est-à-dire que finalement, tu me le disais hier, ce parallèle, j'ai apprécié ce parallèle, tu me disais, à croire finalement que Assange aurait plus de liens avec Forisson qu'avec Che Guevara, finalement. Sous-entendu, je rappelle pour ceux qui sont pas au courant, mais dans les années 80, Chomsky a appelé à débattre avec Robert Forisson, etc., pour justement contrer les idées négationnistes de Forisson, mais sous l'égide du fait qu'il fallait que la liberté d'expression soit totale, etc. Si on en reste qu'à la forme et à la défense de la liberté d'expression, on en omet complètement le contenu. Or, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette forme, mais il y a une certaine liberté d'expression, du droit journalistique et éditorial qui doit s'exprimer, mais il y a aussi un contenu. Quel a été le contenu révélé par Julian Assange? Et je pense que c'est ça que tu nous dis aujourd'hui et que tu apportes et qui me paraît absolument décisif. C'est effectivement la lutte contre l'impérialisme. Et là, on a encore une fois, nous, en tant que Français, une carte à jouer qui est décisive, non pas pour le rapporter à nous, mais parce que ça s'inscrit dans notre histoire et dans l'héritage qui est le nôtre. Écoute, je te remercie parce que tu as le sens du concept, donc tu es capable de résumer ça en plus de manière assez brillante. Mais effectivement, tu pointes un problème, c'est-à-dire que effectivement, cette question de la liberté d'expression qui est soi-disant inscrite dans les principes mêmes de la démocratie américaine, c'est quelque chose qui est évoqué de manière tellement abstraite que ça en perd tout sens. Et au bout d'un moment, ça devient... aujourd'hui, quand je vois beaucoup de défenseurs anglo-saxons, il y a une faillite de la défense d'Assange. Hein, en ce moment, ça fonctionne pas du tout. Donc, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ça n'embraye pas sur la défense, sur la lutte des peuples pour l'impérialisme. Et à mon avis, ça n'embrayera que quand il y aura véritablement un sursaut des peuples pour Assange en tant que militant anti-impérialiste. Mais la défense de la liberté d'expression, effectivement, aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est celle de Zemmour, condamné plusieurs fois pour racisme, de diviser la population française, de vouloir carrément rouvrir la guerre d'Algérie. Et d'appeler littéralement à la guerre civile. Cette liberté d'expression-là, on voit bien où ça mène. Hein. Et d'ailleurs, c'est toujours, comme tu dis, c'est toujours celle des grands groupes capitalistes. Il y a des peuples, ils en sont pas là. Tout ce qu'ils demandent, c'est de ne pas être bombardé, de ne pas être stigmatisé. Ce qui devient de plus important, là, c'est la question de la guerre et de la paix, y compris même peut-être de la guerre civile. Donc, toujours dire, attention, regardez Assange, la liberté d'expression est en danger, mais elle n'est même plus, elle est même plus là. Sur les questions, dans un système capitaliste, impérialiste, ou alors là, c'est là où je me pose même un certain nombre de complotistes, ce n'est pas des gens qui ont décidé que, c'est un système qui, de toute façon, est tellement abstrait, est tellement institutionnalisé, est tellement ancré dans les rapports économiques que, de toute façon, il broie les individus, quelle que soit leur volonté. La seule limite au capitalisme et à l'impérialisme, c'est le même système, la seule limite, c'est l'être humain. C'est notre volonté de dire non, c'est nous opposer en tant qu'être humain. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de rouage intrinsèque au système qui fait que ça se bloquerait, si ce n'est notre volonté. C'est même pas un problème de transhumanisme, c'est que justement, c'est l'absence d'être humain. C'est que justement, il n'y a pas, quand bien même il y aurait des gens qui tireraient les ficelles, etc., ça pourrait qu'il y aurait encore des êtres humains. C'est un système tellement abstrait que ce qu'il faut, c'est prendre l'initiative. Le marxisme, c'est la science de l'initiative politique, c'est reprendre l'initiative, c'est reprendre nos droits en tant que citoyens. Ce qu'on a besoin, c'est de conquérir la rue, c'est de reprendre la rue pour affirmer notre refus de la guerre. Je donne un exemple.
la République bourgeoise, la Troisième République, nous a amené à la guerre de 14. Vous savez ce qui se passait avant la guerre de 14, au moment où on a assassiné Jaurès et où on a blanchi son assassin, parce que son assassin a été absous, et ben, il y avait le carnet B. Le carnet B, c'était un carnet qu'avait la police française qui pouvait mettre en prison n'importe qui s'opposerait à la guerre. Alors évidemment, des gens de gauche comme Jules Guesde, il avait le choix entre aller en prison ou devenir ministre d'un gouvernement pro-guerre. Ben, il est devenu ministre. Ce que je veux dire, c'est que sur des questions essentielles de la guerre et de la paix, de toute façon, nous avons un système qui interdit toute liberté d'expression. Donc, c'est même pas la peine de. C'est pas parce qu'il nous laisse pisser dans un violon qu'il nous donne la liberté d'expression. On n'en est pas là. Ça n'est même plus la question. La question, c'est guerre ou pas guerre. Et l'opposition à ce système, il ne peut se faire que par la mobilisation massive. Donc, j'appelle le peuple français à se rendre compte de son devoir historique par rapport à tout ce qu'il a apporté au monde en termes de liberté, en termes de mobilisation, en termes de souveraineté, parce que la souveraineté, ça vient de Jean-Jacques Rousseau, ça vient de la Révolution française, pour la nation en armes. Ça, c'était le peuple français. On a un devoir d'être à la hauteur de notre histoire. Et ce qu'on fait alors que Julian Assange, en plus, a totalement servi le peuple français en montrant à quel point il était sous écoute, sous pression des États-Unis d'une manière totalement illégale, non seulement on devrait lui donner l'asile, mais de façon à soutenir toutes les initiatives qui ont été prises en ce sens. Et je rappelle que quand même, le Grand Contrôle de Genève a voté à une écrasante majorité pour l'obtention d'un visa humanitaire pour Julian Assange. Ça, c'est fait, c'est voté. Donc, tout ce qui peut aller en ce sens, moi je salue tout ce qui peut aller en ce sens pour lui donner aussi l'asile politique en France. Et rappelons-nous qu'il y a aussi cette possibilité de l'amener à Genève dans un pays qui, grâce à Dieu, n'est pas dans l'OTAN. Et la Suisse nous donne des exemples de démocratie. Puis, effectivement, c'est un vieux pays qui a parti lié avec la démocratie. Et je crois qu'il faut aussi bien avoir cette idée en tête. Il faut sauver Assange pour nous sauver nous-mêmes. Et là, ce qu'il faut, c'est absolument lier à des manifestations. Il faut lier la question d'Assange à la sortie de l'OTAN. Parce que l'OTAN est délégitimée en France. Vous avez un front très très large qui va des communistes jusqu'aux gaullistes. Moi, je cache pas que je suis communiste, tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait que tous les gens qui me connaissent le savent. Mais moi, je parle très franchement avec des dirigeants gaullistes. Il m'arrive des fois même de croiser des militaires qui sont d'accord avec moi. La France n'a rien à faire dans l'OTAN. D'autant plus qu'ils nous ont littéralement humiliés. Cette question des sous-marins à l'Australie, elle montre bien la volonté de traiter la France en allié de sous-catégorie. Il faut arrêter cette humiliation, il faut arrêter de se faire marcher dessus comme un paillasson, d'autant que la France a les moyens de se défendre. La France a obtenu son autonomie. Et nous sommes, il faut être clair, une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible, comme disait Lénine, c'est son constat dans la Russie impérialiste, comprendre que ça se passerait non pas là où le voyait théoriquement Marx, c'est-à-dire au moment où le capitalisme, l'endroit où le capitalisme est le plus évolué, c'est-à-dire l'Allemagne, il a dit non, c'est là où il est presque le moins évolué, c'est la Russie. Bon, le maillon faible de la chaîne impérialiste, c'est la France. Pourquoi ? Parce qu'on est un pays qui est fait pour la liberté. On est un pays qui a fait la Révolution française, qui a fait la première grande révolution de l'histoire moderne, et qui est celle de la révolution du sujet, le sujet contre son roi, le sujet qui s'autonomise, la nation française qui prend son destin en main, et c'est incompatible avec ce système de mort. Enfin, ce quatrième Reich, c'est ça, c'est le quatrième Reich, les États-Unis. Je dis, ces principes de Nuremberg, il les bafoue constamment. Tu as cité Noam Chomsky, il a eu cette formule très juste, il a dit, au nom des principes de Nuremberg, on devrait condamner la plupart des présidents des États-Unis pour les guerres qu'ils ont faites. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un jeu... pendant que Assange était, parce qu'on a oublié de dire qu'il s'est retrouvé à l'ambassade, enfermé pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur, ce qui était déjà une forme de... parce qu'il ne pouvait pas sortir de là. Et après, il a été kidnappé, là encore en bafouant la Convention de Vienne sur la protection des ambassades. Encore le droit international qui est bafoué. Mais lorsque Assange était là, on disait, de toute façon, dès que ça va changer de gouvernement, ça sera beaucoup mieux. Et puis vous verrez quand ce serait Trump. Et puis après, on a dit, vous verrez quand c'est Biden, là, ça va encore changer.
Mais écoutez, c'est simple, c'est que vous avez des guerres faites par les républicains, hein, c'est l'Irak, c'est l'Afghanistan, vous avez des guerres faites par les démocrates, c'est la Libye, c'est le coup fasciste en Ukraine, hein, qu'ils ont soutenu, et la Syrie, et j'en passe, et des meilleurs. De toute façon, ce système, si que vous votez Pepsi ou Coca, c'est toujours la guerre. C'est toujours l'oligarchie américaine qui fait la guerre, et n'essayez pas de faire croire qu'il y a une gauche impérialiste. Il n'y a pas de gauche impérialiste. On n'est pas de gauche si on n'est pas contre l'impérialisme. C'est aussi pour ça que je dis même aux défenseurs d'Assange, arrêtez avec cette histoire de il va y avoir une gauche qui va arriver au pouvoir et qui va changer les choses. Non, on est dos au mur là. Les peuples doivent se mobiliser. C'est les peuples qui peuvent personne d'autre ne peut nous sauver autrement. Comme disait Marx, la libération des travailleurs ne sera faite que par les travailleurs eux-mêmes. C'est à nous de prendre notre destin en main, donc en tant que travailleurs, en tant que peuple, en tant que peuples en lutte. Tout à fait. Rapidement, j'ajouterais d'ailleurs que l'impérialisme aussi est une logique interne, hein, au capitalisme, et que donc il outrepasse finalement la bonne volonté, je dirais, de quelques politiques américains qui souhaiteraient effectivement s'en émanciper comme ça, comme par magie, etc. Encore une fois, ça outrepasse la logique individuelle de toute façon. Donc ils sont pris eux-mêmes. Alors il y en a qui vont de bonne volonté, hein, mais Oui, il y en a qui sont bien responsables, on est bien d'accord. Hein, c'est pas pour les dédouaner qu'on dit ça, mais il faut aussi comprendre le côté mécanique quoi, des choses. Et c'est pour ça que c'est encore plus effrayant, hein, qu'il faut prendre l'autonomie. Pardon, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, non, mais tout à fait. Bon, pour pas trop nous attarder, là, à l'heure actuelle, du coup, on sait que depuis le 10 décembre, du coup, qu'il y a une extradition possible de Julian Assange vers les États-Unis. C'est pas encore fait, mais en tout cas, désormais, on peut imaginer que ça risque d'arriver. Ça avait été retardé du fait de son état de santé, hein, puisqu'on rappelle qu'à l'heure actuelle, Julian Assange est quand même dans un très mauvais état de santé. Il a récemment fait encore un micro-AVC, je crois qu'il a des gros troubles de mémoire, etc. Donc voilà. À cause du stress, hein, oui, oui, tout à fait, oui, c'est ça. Quel, Il faut préciser que le rapporteur de l'ONU sur la torture, qui s'appelle Nils Melzer, qui est un Suisse, n'arrête pas de dire qu'il est torturé. C'est-à-dire que c'est l'ONU qui dit ça. Là encore, on bafoue l'ONU. Je vois, c'est ça, c'est que même ce que dit l'ONU, de toute façon, ne compte plus. Ouais, tout à fait. Bon, La parole de l'ONU compte à partir du moment où elle est raccord avec la parole de l'impérialisme américain, sinon ça se dessus. c'est exactement ça. Et du coup, quels sont les risques qu'encourt Julian Assange s'il venait être extradié là, à l'heure actuelle? Il y a une loi sur l'espionnage qui date de 1917, hein, qui est une loi de répression, comme je vous dis. Tout ça se remonte finalement à la guerre de 14, c'est pas pour rien. On a parlé du carnet B en France, mais c'est les guerres impérialistes. Et si vous marchez pas contre l'ennemi, si vous décidez pas que 200 000 Français doivent se fracasser contre 200 000 Allemands à Verdun et qu'il en reste zéro à la fin, si vous acceptez pas cette logique-là, de toute façon, vous êtes un mauvais Français, comme dirait le maréchal Pétain, vous êtes un salaud de rouge, etc. Vous n'êtes pas un patriote. Cette logique-là, elle est démentielle. Les gens n'ont pas la mémoire historique, mais vraiment ce vers quoi on va, c'est-à-dire en l'absence de mouvement ouvrier fort, et si on ne se reconstitue pas, c'est une guerre impérialiste de type 1914. Hein. Relisons Lénine, hein, l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, on est complètement dans cette période. Donc effectivement, il y a cette loi sur l'espionnage de 1917 qui lui est appliquée, donc il risque 175 ans de prison. Puis de toute façon, dans l'état dans lequel il est, déjà l'isolement, d'après ses défenseurs, il n'aurait qu'une heure en Angleterre, à Belmarsh, il n'aurait qu'une heure de promenade et de temps libre en collectif par jour. Donc, il est en train littéralement de devenir fou, cet homme. Et puis, tout le monde, c'est déjà un cas de torture. Alors, aujourd'hui, je vois en France des gens comme Éric Ciotti qui disent qu'il faudrait un Guantanamo à la française. Qu'est-ce que c'est Guantanamo? Vous savez que c'est sur l'île de Cuba, mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement cubain parce que c'est propriété des États-Unis. Mais ça leur permet en fait de torturer les gens en toute impunité parce que ça n'est pas sur leur territoire. Donc c'est déterritorialisé. C'est à la fois à eux, mais ils peuvent faire n'importe quoi. C'est-à-dire que on peut torturer les gens, les humilier. Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit ces méthodes qui vont permettre de supprimer l'islamisme, d'autant plus que, comme on le sait, à un niveau, je l'ai déjà dit, et même Assange l'a montré, à un niveau très supérieur, il y a bien sûr un lien entre l'islamisme et les États-Unis. D'ailleurs, ils s'entendent très très bien entre puritains qui ont convulsé, fanatiques, extrémistes.
il faut aussi comprendre que civilisationnellement, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Je veux dire, il faut arrêter ce système fanatique impérialiste de guerre et puis d'intolérance complète envers ce qui ne leur convient pas. Il faut rappeler comment il répond. Je crois que c'était Nixon qui disait à propos de Noriega, il disait oui, c'est un fils de pute, mais c'est notre fils de pute. C'est comme ça qu'ils raisonnent, hein. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur dictateur depuis 45 ans. Dès qu'il y avait un peuple en lutte qui tendait un peu trop au communisme, alors là, ils ont mis leur protégé. Et si ça ne va pas, de toute façon, un peuple, on fait la guerre. Alors là, pour les Chinois, on essaye le Tibet. Si ça ne marche pas, on essaye Hong Kong. Si ça ne marche pas, on essaye les Ouïghours. Si ça ne marche pas, on essaye Taïwan. Et puis on envoie des navires en mer de Chine. Et la Russie, là, on écart. Je rappelle quand même que, comme il s'appelle, enfin, le directeur de la CIA était à Kiev quand même au moment des événements, en 2014, il a eu un coup d'État fasciste. McCain était venu, avait rencontré le dirigeant de Pravi Sector, c'est quand même des néo-nazis ukrainiens, et Dieu sait qu'ils ont fait des massacres même qui n'avaient rien à envier à la SS, hein, ces gens-là, historiquement. C'est il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est comme si les gens étaient débarqués en Belgique, en fait, par rapport à la France, par rapport à notre souveraineté. C'est comme si on installait un gouvernement néo-nazi en Belgique qui menacerait la France, avec totalement haineux envers les gens qui parleraient français, par exemple. Puisque en Ukraine, on menace des gens qui parlent russe. Alors là, on fait la guerre à la Russie sous prétexte que la Crimée a voté pour le rattachement à la Russie. Je précise qu'ils ont voté, je précise qu'ils parlent russe, je précise que c'est une terre où on a toujours parlé russe, on voulait les empêcher de parler russe. Ces pressions-là, alors comme on ne parle pas, moi j'en m'attaque parce que je passe sur RT. Ben oui, je passe sur RT, c'est les seuls à parler de Julian Assange. Et donc on va vous dire, alors maintenant que Julian Assange est un espion russe. Ben non, c'est juste vous qui n'êtes pas à la hauteur, parce il a parlé pour tout le monde, il a parlé pour tous les peuples. Évidemment que les pays qui sont victimes de l'impérialisme ont tendance à se défendre, et peut-être même qu'ils devraient en prendre un peu plus conscience, hein. Je pense d'une certaine manière que, bon, je ne parle pas de RT, là, je pense qu'ils ont fait le travail, mais à part ça, dans les médias, c'est quand même un silence de mort, un silence de plomb. On se demande si... puis il y a eu cette histoire abracadabrantesque d'accusation de viol. Heureusement, ça a été complètement... il en a été complètement blanchi, mais ça a empêché une partie de la gauche de le soutenir. Et alors, depuis qu'il a été complètement blanchi de ces accusations, on ne le voit pas revenir. Non, il faut vraiment un front. Il faut un front, mais patriotique, comme on avait au moment du CNR. Hein. C'est toutes les forces anti-impérialistes, de gauche, de droite, doivent s'unir, mais sur une base anti-impérialiste contre la guerre. Parce que sinon, si on continue avec cette logique-là, on va nous entraîner dans n'importe quel conflit. On va se faire littéralement balader par ces gens qui ont appris à mentir, tricher, voler. Et cette caste oligarchique, de toute façon, est totalement hors contrôle, hein, parce qu'on sait très bien qu'ils manipulent les élections. Ce n'est pas avec deux partis, de toute façon, ils tiennent tout le champ, hein. Ils s'entendent très, très bien entre eux. Et, même si, d'ailleurs, d'une certaine manière, leur logique tellement folle montre qu'ils n'arrivent même pas à tenir le terrain, parce que le fait qu'ils aient perdu même en Afghanistan, ça prouve qu'il y a quand même des limites, même à la surpuissance, à cette surpuissante armée américaine, hein, parce que de toute façon, il n'y a tellement pas... C'est là aussi, on parlait justement de cette... quelque part, il n'y a personne derrière, c'est une armée de robots, c'est une logique qui est complètement monstrueuse et elle est tellement anti-humaniste qu'elle est anti-humaine, il n'y a même plus d'humain derrière, quoi. Donc, je crois que tout tissu de mensonges, ça disparaîtra quand on parlera. C'est dans l'urgie, on dit dis-moi une parole et je serai sauvé, je pense. C'est vraiment ça. Il faut parler, il faut prendre la parole. Je rappelle que pour nous, ce qui est important aussi, c'est de reconnaître les États souverains, parce qu'on va nous faire, encore une fois, le procès de faire allégeance à la Russie ou à la Chine, mais ce n'est pas du tout la question, en fait. Encore une fois, c'est de reconnaître des États souverains et de reconnaître en retour aussi que ces États-là
n'ont pas à l'heure actuelle de politique impérialiste. On rappelle aussi, hein, tu as parlé de la Russie, etc. Je ne sais plus combien, il y a 500 bases américaines qui entourent en fait, la Russie, quoi, des bases militaires américaines et des bases de l'OTAN. Donc en fait, il y a une réalité matérielle, physique, factuelle de l'exercice impérialiste des États-Unis qu'on occulte et qu'on omet complètement de par toute la propagande justement qui est construite autour de l'idée d'après laquelle il y aurait les méchants asiatiques, les méchants russes. Et je crois que c'est contre ça aussi qu'a pu nous interpeller Julian Assange, malgré lui ou de bonne foi, encore une fois, je ne sais pas, mais en tout cas en donnant les moyens de s'informer correctement et de comprendre un petit peu la réalité de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est Non, mais important. il faut que les gens comprennent, parce qu'en ce moment, je défendais j'ai déposé une manifestation pour défendre le docteur Oumar Mariko, qui est président du SADI, qui était au Mali. J'ai pu voir, là, en tant que Français, dans Paris, mais là, une haine dans les beaux quartiers, mais simplement parce qu'il y avait des Maliens qui manifestaient. Aujourd'hui, le racisme laisse libre cours, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce racisme, ça tue, ça crée des guerres. Et c'est évident qu'il y a un racisme anti-asiatique, l'asiate, comme disait Heidegger et autres idéologues nazis, c'est-à-dire qu'ils mettent les Russes et les Chinois dans la même case. Et en plus, comme c'est des gens qui ont quand même une logique communautaire très très forte et très ancrée dans leur histoire et dans la paysannerie, en fait. C'est ces gens qui ont une proportion au communisme qui est intolérable. Et pareil pour les Français qui ont quand même une proportion quand même à faire la révolution, à faire la commune. Ça aussi, il faut les punir, tous ces peuples. C'est ça qui a cette idée. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes visés. Hein. Après la chute du l'URSS, il s'agissait d'humilier la France. Hein. C'est pour ça qu'on l'a inscrite dans un carcan. C'est un carcan européen pour qu'elle perde toute son omni, toute son histoire, y compris même jusqu'à sa langue. Hein. Je vois des gens très très fiers de parler anglais, de saupoudrer leur français de mots anglais. D'ailleurs, ils ne parlent ni anglais ni français. C'est quand même une catastrophe. Non, moi, je rends hommage aux pays qui défendent leur souveraineté, parce que tout ce que je souhaite, c'est qu'on défende la nôtre de la même manière. D'autant plus que c'est nous qui avons inventé le concept. Et la souveraineté, qu'on ne me dise pas que c'est à droite, c'est un contresens historique, c'est une manipulation. Et quand on nous dit que la Marseillaise, c'est la droite qui parle de la Marseillaise, c'est pas vrai, c'est un chant révolutionnaire. Le drapeau tricolore, c'est un drapeau révolutionnaire. Arrêtons avec tout ça, nous ne nous sentons plus intimidés. Les gens de droite, de façon, bafouent la nation. Enfin, cette manière, enfin, ces fascistes ont toujours bafoué la nation, puisque de toute façon, tout ce qu'ils veulent, c'est nous entraîner dans des guerres impérialistes pour leur propre caste. Défendons et n'ayons pas peur d'affirmer notre souveraineté. Voilà. Tout à fait. Sur la petite remarque, mais on s'égare un peu, donc je conclurai là-dessus, mais sur ce que tu dis sur la langue d'ailleurs, et ceux qui sont si fiers de ne parler qu'anglais ou un espèce de globish d'ailleurs, là, c'est très intéressant parce qu'on fait toujours la remarque à droite des jeunes de banlieue qui ne sauraient pas s'exprimer, etc. Alors qu'on voit que finalement, même dans les textes de rap, etc., on peut en penser ce qu'on veut, etc., mais au moins ils manient la langue française, ils essaient d'en faire un travail, alors qu'en fait, nos élites, elles, et les classes dominantes et dirigeantes, elles ne parlent absolument plus français et ont même un mépris profond pour la langue française. Donc c'est intéressant de voir complètement l'inversion qu'il y a vis-à-vis de ça. Bon, c'est juste... Exactement. Bah, je crois que Valérie Pécresse avait mérité le prix de la carpette anglaise d'ailleurs. Hein. Ça en dit long. Hein, y compris, je crois que les positions qu'elle avait prises pour l'université, ça allait vraiment dans ce sens de nous faire littéralement passer à la loi l'anglais. aussi, etc. Bon, bref. Et puis vous allez voir, on va être victime de la division du marché du travail. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, comme on le parlera tous plus ou moins mal, ça veut dire qu'on sera subalterne à tous ces gens-là. Hein. Si on ne défend pas notre propre langue, c'est... Non, mais on ce qui va nous arriver. Hein. Et dans un ensemble de contradictions à ce niveau-là. Hein. Tout à l'heure, tu parlais de l'islamisme. Bon, on est dans le cœur du sujet de l'impérialisme malgré tout, donc parlons-en. Oui. C'est ça. On disait on ne va pas lutter contre l'impérialisme par un espèce de Guantanamo à la française. Alors, je ne savais pas qu'Éric Ciotti avait proposé ça. C'est juste déjà le simple fait. Mais ça montre la soumission mentale. C'est un soumis aux États-Unis. Mais une carpette, ce type-là est une carpette et il croit qu'il défend la France. Il ne défend pas la France, il l'humilie. Oui, tout à fait. Pas français, Ciotti, on est tous plus français que toi, d'où qu'on vienne. Hein. Rappelons que s'il y a islamisation, déjà, il faut partir de ce postulat-là qui est à des égards contestable, mais ça me fait penser, encore une fois, la logique impérialiste n'y est pas pour rien. Hein. Comme disait très bien Régis Debray, j'aime bien cette expression, il disait il y a une dialectique ayatollah, Coca-Cola. Plus vous avez mis de Coca-Cola, plus vous avez finalement
des peuples, etc., en leur faisant, par le FMI, la Banque mondiale, etc., les plans d'ajustement structurel et puis la surendettement, etc., ben, il est normal qu'il y ait une logique par derrière, effectivement, des islamistes qui se mettent en place. Il y a, on en a parlé, les financements par l'intermédiaire de la CIA aussi, dont Clinton, il a répondu. Et après, notre ministre des Affaires étrangères dit Al-Qaïda fait du bon boulot, enfin, Oui, oui, Al-Nosra, pardon, voilà. Al-Nosra. Oui, 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 un Nostra, oui, Fabius. Mais Mais Al-Nosra, c'est Al-Qaïda, hein, c'est ouais, pareil. ouais, tout à fait. Et puis, il y a une logique interne au capital nihiliste qui, effectivement, a déconstruit, hein, je parle ici pour la France, mais a déconstruit aussi les banlieues rouges, a empêché justement le travail d'expression de la langue, a ghettoisé des populations, etc. Et on leur a proposé qu'un modèle américain type Harlem, etc., avec le chômage ou la drogue. Et finalement, on s'étonne maintenant de voir que certains jeunes auraient des vocations plus spirituelles, etc., qu'on va tout de suite réduire à des vocations fanatiques. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. On nage ici dans un mirage complet, dans une chimère complète, mais qui est dangereuse et qui est profondément belliqueuse. Et là, on voit bien les tenants et les aboutissants, finalement, de l'impérialisme dans sa logique interne, locale et nationale en France, mais dans d'autres pays aussi, et à échelle géopolitique. Il faut être clair, la France peut mourir là, dans les années qui viennent, hein. On peut voir l'éclatement complet du pays. Et puis de toute façon, il faut savoir que les Américains ne vont pas nous faire de cadeaux. S'ils veulent fomenter une logique de division régionaliste ou communautaire, ne vous inquiétez pas qu'ils mettront le paquet, hein. Donc il faut aussi se préparer à ça. Et on va avoir besoin de jacobinisme, y compris d'unité, hein. Le jacobinisme, on a besoin de ça. Tout est fait d'ailleurs. Quand on voit que c'est Michel Onfray qui est soi-disant le penseur de gauche qui doit représenter la gauche, il le fait exprès. Il maintient justement ce girondinisme parce que c'est la question nationale qui nous est bloquée. Ou alors Badiou qui représente le communisme. On fait exprès finalement de le faire monter parce que justement, il ne comprend rien à l'Union européenne. Il ne va jamais dire un mot contre l'Union européenne. On a besoin d'une gauche patriotique. C'est de ça dont on a besoin. C'est ça la formule. Et notre histoire jacobine, il faut en avoir conscience. Sinon, là, on a un risque d'éclatement total du pays. Bientôt, ça peut devenir la Yougoslavie, hein. D'ailleurs, si ils ont imposé cette guerre en Yougoslavie, c'est déjà parce que la Yougoslavie a perdu son autonomie économique par rapport aux États-Unis. Elle avait passé beaucoup trop de liens avec les États-Unis, hein, pendant la guerre froide, hein. C'est aussi ça. Mais il s'agissait il y a des pays qui peuvent littéralement exploser. Donc, je veux dire, n'ayons pas peur d'être jacobin. D'ailleurs, il faut refaire tout le dossier sur Robespierre, évidemment. Et sur le communisme, depuis 200 ans. il nous faut rappeler justement que la nation en France, elle se constitue par l'intermédiaire de l'État, l'État-nation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui fait exister la nation, c'est l'État et c'est l'État jacobin, c'est la République une et indivisible qui constitue la nation. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'attaque à ça, en fait, on s'attaque à la nation. C'est une énième contradiction, encore une fois, d'une certaine droite anti-jacobin qui finalement prétend vouloir encenser la nation, etc. Mais alors qu'on n'est pas du tout sur des modèles nationaux qui seraient des modèles de l'ethnie, de la race, etc. Au contraire, chez nous, c'est bien l'État jacobin qui construit la nation. Et ça, c'est important. Et je terminerai sur ce point pour qu'on termine. Attends, Macron a parlé de pacte girondin, c'est-à-dire que de toute façon, où est l'opposition, hein? Et même quand on voyait le truc à franc renverser, le débat Onfray-Zemmour, où tu voyais Onfray qui lui défendait le girondinisme, et auparavant, Zemmour rendait des hommages aux Jacobins, là, il a compris que ça ne passait pas pour son électorat. Donc là, il a dit non, en fait, c'était des fanatiques, etc. De toute façon, il n'y a plus personne qui défend le jacobinisme dans ce pays. Même, je m'excuse, mais Mélenchon, je ne fais pas de l'anti-mélenchonisme primaire, mais là, récemment, il a pris une position indigne sur la Corse, hein. En voulant quasiment, parce que en gros tout est fait pour que de toute façon, à partir du moment, tout est fait pour qu'il y ait une autonomie de plus en plus. Là, il veut quasiment donner le statut à la Corse, le statut de la Polynésie française. Donc, mais il ne comprend pas à quel point c'est le premier département libéré de France, hein. Il y a des patriotes en Corse, il y a énormément de progressistes dans ce pays. En plus, on a besoin d'eux. Ça a parfois fait les meilleurs jacobins. Et on ne peut pas. On ne peut pas transiger là-dessus. Là, le pays risque littéralement d'imposer. Le pays risque de mourir. Si personne ne le porte, là aussi c'est pareil. Non, nous on a aussi cette volonté de continuer la France, de continuer sa grande histoire. Et si on ne le dit pas, mais qui le dira? Tout à fait. Mais je termine du coup parce que tu en as reparlé et je ne sais pas si c'est très frais dans la tête de certains de nos auditeurs là, mais effectivement, Julian Assange a révélé justement le fait que les États-Unis écoutaient notamment l'Élysée, etc. sous Hollande. Alors ça datait pas d'Hollande, mais c'est le moment où ça a été révélé. Et c'est important quand tu disais tout à l'heure, les États-Unis ne nous feront pas de cadeaux et ils n'hésiteront pas. Ce ne sont pas des alliés en réalité. Encore une fois, ça c'est la chimère qu'on nous raconte dans les manuels de Fernand Nathan.
à l'école, mais ça n'existe pas. Et je termine. Tu disais tout à l'heure que je ne sais pas l'expression anglaise que tu as employée là pour dire en gros des journalistes qui couchent. Bah, il y a des journalistes qui couchent, Embedded disease. mais on a Non, aussi mais des, il on n'y a a pas les de traduction française. on a les politiques qui couchent, évidemment, et à cette époque-là, il était intéressant de voir, on pourra aller fouiller dans les archives sur Internet, à quel point finalement toute la classe politique et le président de la République lui-même se sont complètement couchés devant les États-Unis face à une information qui aurait dû être un scandale monumental. En réalité, tout le monde s'est couché et a brossé les États-Unis dans le sens du poil. Mais enfin, c'est dramatique. Et là, on voit bien finalement où sont les vrais enjeux, les vrais rapports de force et où ce ne sont absolument pas des alliés en réalité. Mhm. Tout à fait. Bah, de toute façon, avec Roosevelt, l'AMGOT, le but, c'était de mettre la France sous souveraineté américaine. Hein. Et d'une certaine manière, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, mais De Gaulle n'aurait pas existé s'il n'y avait pas une résistance communiste armée. Hein. Ceux qui ont lancé la résistance armée, c'est bien les communistes. Hein. Donc, De Gaulle est aussi un produit de ça. Il commençait très à droite, il faut quand même le rappeler. Hein. Et en ce moment, moi, il y a une chose que je ne supporte plus dans la représentation mentale, c'est ces gens qui transigent sur le fait en disant il y avait une extrême droite dans la résistance. Et ben, en fait, c'est quoi? C'est des gens qui prenaient déjà, qui ont bien compris que le suzerain nazi allait partir et qu'il fallait prendre langue avec les États-Unis. C'est ça, ça a été ça leur résistance. Ils l'ont fait et ils l'ont fait de manière bien concertée et d'une certaine manière, on a vu à quel point les nazis ont été remis ont été sauvés en grande partie par les États-Unis. Il y a eu un pacte pour que justement on passe d'une suzeraineté nazie à une suzeraineté américaine. C'est les fameux vichisto-résistants dont on ne cesse de nous rebattre les oreilles. Arrêtons avec ce genre de clichés. Vous savez qui a tué Jean Moulin? C'est Guylain de Bénouville. Guylain de Bénouville, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait pendant la guerre d'Espagne, il flinguait déjà du rouge. Hein. Jean Moulin, qui n'était même pas communiste, il l'appelait Moulin Rouge. Il le détestait, il travaillait avec les CIA, il travaillait avec Alain Delos. Et le problème de Jean Moulin, c'est que justement, lui, il était pour l'unification de toutes les forces de la résistance, donc les communistes. C'est pour ça que Guylain de Bénouville, qui est un grand copain de Mitterrand, hein, c'est pour ça qu'il l'a fait flinguer, enfin qu'il l'a donné. Qu'on ne me dise pas que ces gens qui, de toute façon, étaient dans le camp fasciste pendant la guerre d'Espagne voulaient que du bien à notre pays. C'est pas vrai. Ils sont passés de la souveraineté allemande à la souveraineté américaine. Et donc là, le combat continue. Hein. Il faut libérer la France de tous ces young leaders. Excusez-moi, mais notre président est quand même un young leader de la French American Foundation. C'est-à-dire, mais je pense à une chose aussi qui est quand même l'objet d'un scandale. Arnaud Montebourg, il n'y a pas plus souverainiste, productiviste français, là. Mais il est young leader. C'est-à-dire qu'entre 30 et 40 ans, il a demandé, parce qu'il faut postuler, hein, il est young leader de la French American Foundation. Dupont-Aignan, souverainiste de droite, il est young leader. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, entre 30 et 40 ans, je demande à faire mon stage, à être adoubé par l'oligarchie américaine, parce que je considère qu'il y a un lien indéfectible qui passe par l'Atlantique entre nos deux pays. Et ça veut dire quoi? Donc, voilà, faut plus transiger là-dessus. Front patriotique, et puis qu'on ne dise pas qu'on défend trop notre pays, qu'on aime trop notre pays, on l'aime pas assez, à mon avis. Là. Il faut vraiment. Tout à fait. Merci beaucoup, Emmerich. Bon, je pense qu'on a peut-être un peu digressé, mais je pense que ce n'était pas inutile et que dans le fond, si les gens ont bien compris notre propos sur l'impérialisme, on est toujours dans le sujet. Il y aura encore beaucoup à dire, à mon avis. Je te remercie en tout cas. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on en reste là? Il faut digresser, parce que derrière un homme, il y a tous les hommes. Et c'est ça, digresser, c'est ça, abstraire, mais c'est la bonne abstraction. Tout à fait. Bon, je te remercie beaucoup. À bientôt, Emmerich. À bientôt.